Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, dans la lignée des vidéos qui ont été faites sur la logique, nous allons parler de la théorie des ensembles. Alors pourquoi la théorie des ensembles est tellement intéressante en informatique? Eh bien tout simplement parce qu'on a déjà vu plusieurs fois que l'ordinateur est un supercalculateur qui arrive à faire énormément de choses en très peu de temps. Et de lui fournir justement des traitements par lot, c'est-à-dire des traitements des grandes quantités d'informations, c'est quelque chose que l'ordinateur saura bien gérer. Et donc la théorie des ensembles est intéressante, puisque dans un ensemble, on arrive finalement à mettre des individus ou des objets qui ont des propriétés communes et qui vont pouvoir être traités en un seul coup par l'ordinateur. Cette vidéo va vous montrer comment est-ce qu'on peut définir un ensemble, finalement, qu'est-ce qu'on appelle un ensemble, et comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer à l'ordinateur que les différents éléments de cet ensemble ont des propriétés communes et qu'il doit les considérer comme étant un ensemble. Et on va voir également qu'il existe des opérations sur les ensembles qui sont finalement des dérivés d'opérations que l'on a déjà vues en logique, qui vont maintenant pouvoir s'appliquer à des ensembles. Et on va voir que ces différents opérateurs vont aussi nous permettre justement de créer de nouvelles informations, pour des bases statistiques par exemple, sur les différents éléments de ces ensembles. Naturellement, les différentes choses que nous allons voir seront ponctuées à chaque fois par une implémentation en Python, pour que l'on voit directement, concrètement, comment est-ce que ça se traduit dans un langage de programmation. Donc je vous propose de débuter directement avec la définition des ensembles, et nous allons voir en fait comment est-ce que nous pouvons mettre en place un ensemble et qu'est-ce qu'on appelle un ensemble. Alors il y a deux façons de définir un ensemble. On peut le définir par extension, en donnant la liste de tous ces éléments. Donc exemple par exemple, j'ai un ensemble qui contient les valeurs numériques 1, 2, 3, 4. J'ai aussi la possibilité par exemple de dire j'ai une liste de fruits qui contient banane, pomme, poire. Donc vous voyez que là on a des ensembles qui sont définis par les éléments qui le constituent. Donc il n'y a pas d'autres éléments dans l'ensemble. On a donné la liste exhaustive de tous les éléments dans l'ensemble. Ok. Donc on se rend compte que pour certains ensembles ça peut peut-être être un petit peu compliqué. Si par exemple on voulait faire la liste de tous les nombres entiers ou la liste de tous les nombres réels, vous voyez qu'en fait on ne pourrait pas finalement, déjà parce qu'on n'a pas un nombre fini d'éléments dans cet ensemble-là, mais en plus on ne s'amuserait pas à écrire chacun des éléments. Et donc on a une seconde possibilité pour écrire un ensemble, c'est par compréhension, en donnant finalement une règle pour définir si l'élément est dans l'ensemble ou non. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, on va donner une règle, une propriété, qui va nous permettre de savoir si chaque élément en fait, va pouvoir être évalué par rapport à cette règle ou par rapport à cette propriété, et savoir si cet élément se retrouve dans l'ensemble ou non. Par exemple, si j'ai tous les nombres entiers pairs supérieurs à 0, eh bien, je peux évaluer chacun des éléments. Je sais par exemple que 2 est un nombre entier pair supérieur à 0, donc il est contenu dans l'ensemble. 2,5 par exemple n'est pas un nombre entier, ne sera pas dans l'ensemble. Moins 2 est bien un nombre pair, par contre il est inférieur à 0 et donc il n'est pas dans l'ensemble non plus. Vous voyez que cette règle mise en place va nous permettre justement de définir quel est l'élément qui peut être dans l'ensemble ou non. On a aussi par exemple quelque chose qui pourrait caractériser des individus, comme par exemple toutes les personnes qui ont le permis moto. Et là, c'est pareil, chaque individu peut être évalué. On lui demande est-ce que tu as le permis moto? Oui, ok, donc tu es dans l'ensemble des personnes qui ont le permis moto. Tu n'as pas le permis moto, tu ne l'es pas. Vous voyez qu'on retrouve un peu cette notion de condition, d'évaluation de conditions, qu'on avait trouvé en algorithmique quand on avait fait les structures conditionnelles si alors sinon, ou alors les structures de boucle. Encore une fois, on essaie de mettre une règle dont le résultat est vrai ou faux, donc une valeur booléenne, et qui va nous permettre finalement d'évaluer chaque élément de notre ensemble. Alors si on veut faire un petit tour par rapport à ce que nous propose Python, là j'ai ouvert idle pour qu'on puisse voir ce que l'on peut faire avec. On a vu que quand on définit un ensemble par extension, en fait ça ressemble vraiment beaucoup à un type qu'on avait déjà vu en Python qui est la liste. Si par exemple je veux redéfinir mon ensemble qui contient 1, 2, 3, 4, et bien il est facile de faire une liste qui contient 1, 2, 3, 4. Ok, facilement. Si jamais je veux faire quelque chose, une règle par exemple, si je veux essayer de représenter tous les nombres pairs supérieurs à 0,
Là, ça commence à être un petit peu plus complexe. Vous voyez que je ne peux pas le définir, je ne peux pas mettre tous les nombres dans une liste, puisqu'en fait, vous voyez bien que tous les nombres pairs supérieurs à 0 est une liste qui serait infinie. Et donc en fait, là, je vais devoir passer par une petite règle. Donc je vais devoir me définir une petite fonction que je vais appeler pair sub 0 qui va prendre en paramètre un nombre, n, et en fait je vais déterminer tout simplement n supérieur à 0. Alors, je vais d'abord vérifier si n modulo 2 égale 0. Donc ça veut dire qu'il est pair. Hein. Si le reste de la division par entière par 2 est égal à 0, ça veut dire qu'il est pair. Et je vais me mettre aussi n supérieur à 0. Et là, je vais faire un return true dans ce cas-là, c'est-à-dire que là, je suis bon. Et sinon, donc le else là est optionnel, mais je le mets quand même pour la compréhension de l'algorithme. Else, je return false. Et donc ça va me permettre de dire, pour chaque élément, je vais pouvoir maintenant tester si pair supérieur à 0 donc 2, ça devrait me donner vrai. Je vais peut-être faire un print. Donc là, je devrais avoir vrai. Là, je devrais avoir vrai. Là, je devrais avoir faux. C'était un nombre décimal. Hop. Et on va lancer directement mon programme. Tac. Donc j'ai bien true pour 2, j'ai true pour 4, j'ai false pour -2 et j'ai false pour 2,5 nombre décimal. Okay. Donc vous voyez qu'on a la possibilité en Python de définir à la fois un ensemble à l'aide de tous ces éléments et aussi qu'on peut aussi définir une fonction qui va contenir la règle qui va définir si chaque élément est dans l'ensemble ou pas. Donc il existe déjà des éléments, des ensembles de base qui ont déjà été définis par les mathématiques et sur lesquels on peut se baser quand on veut définir quelque chose. Donc il existe en mathématiques des ensembles réservés comme n par exemple l'ensemble des entiers naturels, r l'ensemble des nombres réels, z l'ensemble des nombres complexes, ou même l'ensemble vide, et vous allez voir que l'ensemble vide a aussi certaines propriétés que l'on va par exemple voir prochainement. Donc un élément A peut donc appartenir à un ensemble, E, donc on a cette notion de A appartient à E, ou alors il peut ne pas appartenir à l'ensemble, comme on vient de le voir. On a regardé par exemple tous les nombres pairs supérieurs à 0, on pouvait, soit ils étaient en accord avec la règle, et donc ils étaient un membre de l'ensemble, soit la règle n'était pas respectée, et donc ils n'appartenaient pas à l'ensemble. Par exemple, on peut dire que le chiffre 12 appartient à l'ensemble qui contient 2, 4, 6, 8, 10, 12, puisque 12 est contenu dans l'ensemble. Par contre, 13 n'est pas contenu, donc cette fois-ci j'ai déclaré un ensemble par compréhension, c'est-à-dire que cette fois-ci j'ai fait 2K, avec K appartient à N, donc N est l'ensemble des entiers naturels, j'ai le droit de l'utiliser, tel que 2K est compris entre 0 et 20. Donc si K est un entier, ça veut dire que 2K c'est tous les multiples de 2, et donc je cherche tous les multiples de 2 entre 0 et 20. Et vous voyez que 13 n'est pas un multiple de 2. Donc 13 n'appartiendra pas à cette liste-là. Encore une fois, si jamais on voulait montrer cette notion d'appartenance ou cette notion d'élément qui n'appartient pas à un ensemble, on a encore des opérateurs en Python qui nous permettent de le faire. Là, j'ai défini une liste L1 qui contient 1, 2, 3, 4. Eh bien, si je veux vérifier qu'un élément se trouve dans la liste, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Je peux vérifier, par exemple, que la valeur 2 in L1. Et là, vous voyez que ça va me retourner true, puisque 2, vous voyez bien que la valeur 2, elle est dans L1. Et donc, j'ai parfaitement le droit d'écrire ça. Par contre, si je mets 5 in L1, là, par contre, ça va me renvoyer false, puisque effectivement, la valeur 5 n'est pas dans L1. L1 contient 1, 2, 3, 4. À côté de ça, je peux aussi vérifier, bien sûr, la contrainte inverse, not in L1. Donc cette fois-ci, je vais avoir true, puisque cette fois-ci, ce que j'ai vérifié, c'est est-ce que 5 n'est pas dans L1. Donc 5 n'est pas dans L1, c'est vrai, et donc je récupère la valeur true, la valeur vraie. Et donc vous voyez que
Python nous met déjà à disposition un énorme panel d'outils pour représenter les ensembles et pour vérifier aussi qu'un élément est bien compris dans un ensemble. On verra aussi que la boucle nous permettra aussi de parcourir un ensemble. Cette fois-ci, si on mettait par exemple for i in L1, tout simplement, et qu'on écrivait le nombre i, on verrait que cette fois-ci, on écrirait tous les éléments de L1. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parcouru L1, et i a pris successivement toutes les valeurs de L1, donc 1, 2, 3, 4, et les a écrits. Donc là, vous voyez qu'on peut déjà facilement parcourir une liste, voir si un élément est dans une liste, et donc cette liste représente finalement notre ensemble. Alors, il y a aussi une notion de nombre d'éléments dans un ensemble. On avait vu qu'il y a des ensembles qui sont finis, c'est-à-dire qui ont un nombre limité d'éléments, qu'on peut dénombrer, et il y a des ensembles aussi qui n'ont pas un nombre fini d'éléments. Si par exemple vous prenez l'ensemble des nombres entiers, eh bien l'ensemble des nombres entiers, c'est pas un ensemble qui est fini, puisque les nombres entiers ne s'arrêtent pas, et on va jusqu'à l'infini, et donc en fait notre ensemble n'est pas fini. Donc la première précision que nous allons apporter ici, c'est qu'un ensemble E qui possède un nombre fini d'éléments, ça c'est important, a ce qu'on appelle un nombre d'éléments fini qu'on appelle cardinalité. Donc la cardinalité par exemple d'un ensemble qui contient 4 éléments 1, 2, 3, 4, et bien cette cardinalité est égale à 4. C'est le nombre finalement d'éléments qu'il y a dans l'ensemble. Et vous comprenez qu'on ne peut pas donc définir une cardinalité d'un ensemble qui contient un nombre infini d'éléments. Donc si on veut faire le parallèle avec un langage de programmation, eh bien si vous travaillez avec un ensemble dans une structure tableau, dans une structure liste, ou une structure vecteur ou autre selon le langage dans lequel vous programmez, eh bien il existe souvent une fonction qui vous donne la cardinalité. Sauf qu'elle s'appelle très rarement cardinalité. Elle s'appelle la plupart du temps quelque chose de length ou size. En Python, elle s'appelle len, len. En C++, si vous travaillez avec des vecteurs, vous allez plutôt être sur une fonction size. En JavaScript, vous allez retrouver la fonction length également. Mais toutes ces fonctions-là ont le même but. C'est que si jamais vous avez votre élément L1, votre ensemble qui est défini au travers d'une liste, eh bien en fait vous vous rendez compte que si vous faites la longueur de L1, vous retombez sur la valeur 4 qui est la cardinalité, la longueur de la liste. Donc vous pouvez voir la cardinalité d'un ensemble comme si cet ensemble est représenté avec une liste, eh bien c'est la longueur de la liste. Finalement, la cardinalité et la longueur de la liste vous retournent la même valeur, c'est le nombre d'éléments que vous représentez dans votre ensemble. Là, on va voir que les ensembles peuvent aussi avoir des propriétés les uns par rapport aux autres. On va commencer par cette notion de sous-ensemble. Donc on a deux ensembles A et B, et on dit que A est inclus dans B quand tout élément de A est aussi élément de B. Alors, on utilise pour cela un petit exemple très simple. Imaginons que B, vous avez l'ensemble des fruits, et que A, vous avez l'ensemble des pommes. Et donc, comme vous savez que la pomme est un fruit, eh bien vous savez qu'à partir du moment où vous avez une pomme, eh bien elle est aussi un fruit. Donc vous voyez que la notion va dans un sens, par contre, elle n'implique pas la réciproque. Du coup, que si vous prenez un fruit au hasard, vous n'êtes pas sûr d'avoir une pomme. Par contre, si vous prenez une pomme, vous êtes sûr d'avoir un fruit. Et donc cette notation, elle est écrite avec un espèce de C ratatiné, et donc on écrit A est inclus dans B pour tout élément E qui appartient à A appartient aussi à B. Et je vous rappelle que l'inverse n'est pas vrai. Tout élément qui appartient à B n'appartient pas forcément à A dans ce cas-là. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on va pouvoir faire en Python pour trouver par exemple un sous-ensemble. Et encore une fois, on va s'attacher à la propriété qu'on vient de voir ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que tout élément qui appartient à A appartient aussi à B. Et donc, on va voir ça dans les prochaines diapos. On va voir cette notion d'intersection, c'est-à-dire que les éléments les éléments de A sont communs à la fois à A et sont communs à B. Et donc, si jamais on veut représenter en Python le fait qu'un ensemble est inclus dans l'autre, eh bien il suffit de faire que
l'intersection de cet ensemble avec le deuxième ensemble soit égale à l'ensemble tel qu'il était au départ. Donc je l'ai juste énoncé maintenant. On va encore voir les opérations d'intersection et de réunion par la suite qu'on va avoir besoin pour expliquer tout ça, et on va bien sûr l'illustrer avec un exemple concret. Alors cette notion de sous-ensemble, on peut appeler sous-ensemble, donc quand la définition qu'on vient de voir, si A est inclus dans B, alors on dit que A est un sous-ensemble ou une partie de B. Ce sont des termes équivalents, c'est facilement compréhensible, c'est-à-dire que vous avez un grand ensemble B, qu'on avait parlé par exemple, vous avez tous les fruits, et l'ensemble de A, qu'on considère c'est tous les éléments qui sont des pommes, en fait est une partie finalement du plus gros ensemble. Une sous-partie, un sous-ensemble, une partie. Et donc on a cette notion aussi de dire, on va pouvoir essayer d'essayer de lister toutes les parties ou tous les sous-ensembles qui se trouvent dans un ensemble. Alors vous allez voir que les sous-ensembles ou les parties, la liste peut très vite devenir très très grande. Et donc on note P de E étant un ensemble, l'ensemble des parties de E. Et vous allez rapidement comprendre quel est le principe. J'ai par exemple un ensemble qui contient les éléments 1 et 2, les deux chiffres 1 et 2. Et donc qu'est-ce que je peux constituer comme sous-partie à partir des chiffres 1 et 2 ? Eh bien je peux par exemple prendre la partie vide, c'est-à-dire que j'ai considéré que je n'ai pris aucun élément. J'ai considéré que je peux prendre que le premier élément. J'ai considéré que je ne peux prendre que le deuxième élément. Ou alors je peux prendre les deux éléments et donc d'avoir l'ensemble E en entier. Et donc vous voyez, en fait, c'est que j'ai essayé d'avoir toutes les combinaisons possibles d'éléments, de les recombiner entre eux pour avoir toutes les parties possibles et imaginables que je peux former à partir de l'ensemble E. Et donc, ce premier exemple nous fait remarquer deux choses sur l'ensemble E. C'est que dans chaque ensemble, finalement, une de ces parties est l'ensemble vide. Donc on a toujours l'ensemble vide qui est inclus dans E. Et vous voyez aussi qu'on a à chaque fois de nouveau l'ensemble E qui est inclus dans lui-même. Puisque dire que l'ensemble E est inclus dans lui-même, ça voudrait dire qu'il vérifie la règle qu'on a vue plus tôt, c'est que chaque élément de E est aussi élément de E. Et ça, on sait que c'est vrai. On peut utiliser le même raisonnement pour l'ensemble vide. Chaque élément de l'ensemble vide, comme il n'y a pas d'élément, c'est déjà testé, chaque élément de l'ensemble vide appartient aussi à E, c'est vrai, puisqu'il n'y a pas d'élément à tester. Donc on sait que, comme il n'y a pas d'élément à tester, effectivement, tous les éléments, mais comme il n'y en a pas, il n'y en a pas, appartiennent aussi à E. Donc on a aussi cette notion de complémentaire qui ressemble beaucoup à la négation qu'on avait déjà vue dans le calcul logique. Donc cette fois-ci, si on a A qui est inclus dans B, comme l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure, on appelle le complémentaire de A l'ensemble des éléments de B qui n'appartiennent pas à A. En fait, on pourrait très bien voir ça comme par exemple le reste. On pourrait très bien avoir cette même notion d'avoir par exemple que B pourrait être divisé par A et A bar ou la négation de A serait finalement le complémentaire ou le reste. On peut reprendre notre exemple des fruits où on aurait B l'ensemble des fruits, A l'ensemble des pommes, et à quoi correspondrait non A, ou alors le complémentaire de A dans l'ensemble E, et bien tout simplement ce serait l'ensemble des fruits qui ne sont pas des pommes. Donc vous voyez qu'on a l'ensemble des fruits qui est vraiment l'ensemble sur lequel on travaille, on a isolé les pommes dans cet ensemble, et en fait le reste, ça serait tous les fruits qui ne sont pas des pommes. Ça serait, par exemple, on pourrait dire que c'est non-pommes. On a l'ensemble pommes et on a l'ensemble non-pommes. Donc c'est vraiment le complément. Et maintenant on va commencer sur quelque chose qui est très intéressant, ce sont les opérations sur les différents ensembles. Et vous allez voir que les opérations sur les ensembles vont nous permettre d'isoler certains éléments. Alors, les notions d'intersection ou de réunion, si vous avez déjà fait de la base de données, c'est exactement ce qu'on fait lorsque l'on fait par exemple des unions de sélection. Ou alors, à chaque fois que vous faites une clause where, que vous mettez une clause where dans votre select en SQL, eh bien vous spécifiez un nouveau paramètre et vous mettez un end, et vous vous rendez compte qu'en fait, la ligne sera sélectionnée seulement si elle répond aux deux critères. Et bien là, l'intersection, c'est exactement la même chose,
c'est que vous avez deux ensembles, des individus ou des éléments qui ont certaines propriétés, et vous allez essayer de voir quels sont les individus qui partagent à la fois les propriétés de mon ensemble A et les propriétés de mon ensemble B. Et ça, c'est ce qui va s'appeler l'intersection et qui va se noter A avec le signe de U à l'envers, B, et qui est un ensemble qui contient tous les éléments qui appartiennent à A et qui appartiennent à B. Donc, on peut avoir l'ensemble des individus entre 18 et 30 ans, c'est mon ensemble A. L'ensemble B, c'est l'ensemble des individus qui ont le permis moto. Et qu'est-ce que c'est que la réunion, l'intersection de ces deux ensembles? Eh bien, tout simplement, c'est l'ensemble des individus entre 18 et 30 ans qui ont le permis moto. Tout simplement. Donc, ils ont les deux propriétés, ils appartiennent à la fois aux deux ensembles. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut aussi programmer très facilement en Python. Et on va voir ça tout de suite, comment le faire avec idle. Je reprends ma liste L1 qui contient 1, 2, 3, 4, et je vais me créer une liste L2 qui contient 3, 4, 5, 6, 1. Je vais créer des éléments communs. Voilà, donc j'ai L1, 1, 2, 3, 4, L2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, je voudrais pouvoir retrouver quels sont finalement les éléments qui se trouvent dans les deux listes. Et là, je vais être obligé de passer par un autre élément, par un autre élément de structure en Python qui s'appelle le set. Et le set va m'amener énormément de propriétés dans la théorie des ensembles. Pour l'instant, j'étais passé par des listes. Maintenant, on va utiliser des sets. Alors, comment est-ce que je peux utiliser les sets? Eh bien, tout simplement, il existe une commande set qui permet une fonction set qui permet de convertir des listes en sets. Et vous allez voir qu'utiliser des sets dans la théorie des ensembles nous amène déjà beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que set, par exemple, ne peut pas avoir des éléments en plusieurs versions. Et ça, vous allez le voir que ça va nous servir énormément dans l'union. Donc là, pour l'instant, ce que j'essaie de simuler, c'est l'intersection. Et vous allez voir que l'intersection va se faire avec l'opérateur et commercial. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, c'est que je vais récupérer, transformer ma première liste en set. Je vais utiliser le et commercial qui va faire l'intersection. Et je vais transformer ma deuxième ligne en set. Et je vais avoir comme résultat 3, 4, qui est effectivement la liste des éléments. Enfin, pour l'instant, c'est le set. Vous voyez que c'est un set, puisque là, vous voyez des accolades. Alors que quand j'ai une liste, je suis avec des crochets. Si vous voulez en savoir plus sur les sets, n'hésitez pas à aller voir la documentation de Python qui est très bien rédigée là-dessus. Et j'ai fait une vidéo aussi sur les sets tuples listes, que vous pouvez aussi aller y jeter un œil si vous voulez avoir des compléments d'information sur comment fonctionne un set et dans quel cas l'utiliser. Pour la théorie des ensembles, on va juste considérer que le set est un élément qui va nous permettre justement d'avoir les opérations d'intersection et des opérations d'union qu'on va voir dans la suite. Donc là, vous voyez que mon opérateur et commercial a bien fonctionné puisque j'ai effectivement tous les éléments qui sont en commun entre mes deux listes 1, 2, 3, 4, et ma liste 3, 4, 5, 6. Vous voyez que c'est les éléments 3 et 4 qui étaient communs. Et donc je suis arrivé à faire mon intersection très facilement avec l'opérateur et. Encore un nouvel opérateur sur la théorie des ensembles, cette fois-ci c'est l'opérateur de réunion. On va imaginer maintenant qu'on a deux ensembles A et B et qu'on va essayer de voir la somme ou la réunion de tous les individus ou de tous les éléments qui sont dans les deux, qui appartiennent aux deux ensembles A ou AB. Et donc là où vous voyez qu'avant on avait cette notion où on essaie de retrouver les éléments qui appartiennent à A et à B, là on essaie d'obtenir les éléments qui appartiennent à A ou à B. Et donc cette utilisation de et cette utilisation de ou qu'on avait déjà vu dans les principes de la logique, elle va être fortement liée aux opérations que l'on va faire avec les ensembles. Et donc si vous avez déjà très bien compris comment fonctionne le et le ou logique dans le chapitre sur la logique, en fait vous allez voir qu'on va retrouver énormément de notions avec la théorie des ensembles. Donc comment est-ce qu'on peut représenter ça? Eh bien, A est l'ensemble des individus qui aiment manger salé, B est l'ensemble des individus qui aiment manger sucré, et donc vous avez la réunion, l'intersection qui est l'ensemble des individus qui aiment le sucré et le salé, et vous avez l'ensemble des individus qui aiment le sucré ou le salé, l'un des deux.
Donc là, en fait, vous allez retrouver directement sur la table de vérité du et du ou, qu'on avait déjà vu en logique. Donc l'opération de réunion est beaucoup plus simple que l'opération d'intersection, enfin en tout cas elle a l'air plus naturelle. Si j'ai ma liste L1 qui contient 1, 2, 3, 4, j'ai ma liste L2 qui contient 3, 4, 5, 6, il suffit en fait que je crée une liste L3 qui contienne L1 plus L2. Et là vous allez voir que ma liste L3, elle va contenir plusieurs éléments. Problème ici, c'est que j'ai défini une liste en Python, et Python ne sait pas que je suis dans la théorie des ensembles. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste juxtaposé les valeurs des différentes listes. Il m'a créé 1, 2, 3, 4, ma première liste, 3, 4, 5, 6, la liste suivante. Sauf que le problème, c'est qu'il m'a dupliqué 3, 4, 3, 4. Et ça, je ne veux pas. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que la structure 7 est plus adaptée à la théorie des ensembles, parce qu'elle permet de ne pas dupliquer les enregistrements. Si j'avais créé un set, et ce set, je lui avais mis la somme de L1 et L2, vous voyez que cette fois-ci, j'aurais eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puisque le set est une structure qui, de lui-même, enlève les doublons. Et donc, en fait, la théorie des ensembles, si vous ne voulez pas de doublons, eh bien, et la plupart du temps, on n'en veut pas, puisque les individus sont normalement uniques dans les ensembles, il vaut toujours mieux que passer par des sets, notamment quand on fait des opérations d'union, parce que sinon on risque d'introduire des doublons dans ce qu'on fait. Et donc si jamais effectivement le format de set ne vous convient pas, parce que le set est quelque chose a quelques propriétés à part, c'est-à-dire que quand vous avez créé un set, vous ne pouvez plus le modifier, et bien en fait il est très facile de récupérer à nouveau une liste à partir du set que vous avez créé. Et donc là, cette fois-ci, j'ai de nouveau une liste qui, cette fois-ci, n'a pas les doublons. Et donc, vous pouvez très facilement passer d'une liste à un set en utilisant la fonction set, et d'un set à une liste en utilisant la commande liste. Donc là, vous voyez que vous pouvez panacher et utiliser les propriétés qui vous arrangent dans chacune des deux structures de données. Encore une fois, pour bien comprendre la différence entre les deux structures de données, j'ai fait des vidéos là-dessus dans la playlist de la programmation Python. Et sinon, en fait, vous avez accès à la documentation Python qui est très complète sur le sujet. Alors, si on veut faire un petit peu un bilan de l'intersection et de la réunion et de comprendre comment ça marche. Donc, on a bien compris que les opérations d'intersection et de réunion peuvent s'écrire en utilisant les opérateurs logiques. On avait déjà senti cette notion de « et » dans l'intersection, c'est-à-dire que c'était des individus qui aiment manger salé et sucré, donc il fallait que les deux conditions soient réunies. On avait bien de nouveau la table de vérité du et logique, et on avait vu qu'avec la réunion, on n'était plus sur la table de vérité du ou, puisqu'on avait dit que c'était les individus qui aiment manger sucré ou salé. Et donc, là on peut donc traduire les notions d'intersection et de réunion grâce à des opérateurs logiques. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc si x appartient à l'intersection de A et B, alors ça veut dire que x appartient à A et x appartient à B. Donc là j'ai utilisé une notation du et, qui est une espèce d'accent circonflexe. Je l'ai utilisé cette notation. Pourquoi je l'ai utilisé comme ça? Puisque en fait on voit les similitudes qu'il y a entre les symboles. Vous voyez que l'intersection c'est un U retourné, vous voyez que le et logique est un V retourné. Donc là vous voyez que vous ne pouvez pas tellement vous tromper, il va exactement dans le même sens. L'ouverture est vers le bas. Si on essaie d'analyser un petit peu ce qui se passe lors de la réunion, donc si x appartient à la réunion des ensembles A et B, alors ça veut dire que x appartient à A ou que x appartient à B. Naturellement, x peut aussi appartenir à A et à B. Ça c'est possible. Mais de toute façon, ça c'est déjà couvert par un des deux cas qu'on vient de voir. Et là, encore une fois, le symbole du ou logique peut être un espèce de V, donc avec une ouverture vers le haut, et vous voyez que la réunion est encore une fois un U avec l'ouverture vers le haut. Donc encore une fois, il y a cette similitude dans les symboles, où on voit que la réunion, en fait, a cette ouverture vers le haut comme le ou logique. Et le et, l'intersection a cette ouverture vers le bas comme le et logique. Et vous voyez que cette notion d'opérateur sur les ensembles rejoint exactement
l'opérateur logique qui lui correspond. Donc en fait, on ne peut pas tellement se tromper. On s'aperçoit que ça a été plutôt bien fait au niveau des symboles. Donc et intersection, c'est l'ouverture vers le bas, ou et réunion, c'est l'ouverture vers le haut. Encore une fois, comme vous voyez qu'on peut tout écrire avec des opérateurs logiques, vous avez bien entendu compris que tout ce qu'on a démontré pour les opérateurs logiques est aussi vrai pour la théorie des ensembles. Et donc, à partir du moment, donc, il est normal de pouvoir réutiliser les propriétés que l'on a vues sur les opérations logiques, également pour la théorie des ensembles. Donc c'est quelque chose que je ne détaillerai pas davantage ici, je l'ai longuement détaillé sur les vidéos sur la logique, et on va donc juste considérer que ces propriétés sont vraies. Et je vous rappelle qu'on peut démontrer chacune de ces propriétés en repassant par les opérateurs logiques, et je vous ramène du coup à la vidéo sur la logique où on avait démontré finalement toutes ces propriétés. Donc l'intersection et la réunion sont commutatives, c'est-à-dire qu'on peut échanger les deux membres sans que cela change le sens. Donc l'intersection de A et B est égale à l'intersection de B et A. Pareil pour la réunion. La réunion de A et B est égale à la réunion de B et A. Et tout ça, encore une fois, ça peut être démontré parce que il y a cette notion de commutativité également sur les opérateurs logiques. Et ou. Donc l'intersection et la réunion sont distributives entre elles. Donc si on a l'intersection de A et de la réunion de B et C, en fait, ça c'est équivalent à la réunion de l'intersection de A et B et de l'intersection de A et C. Et c'est pareil lorsqu'on a une factorisation par rapport à la réunion. Donc, les mêmes propriétés amènent aussi les mêmes limites. On avait vu avec les opérateurs logiques que si jamais on utilisait que des et ou que des ou, on n'était pas obligé d'utiliser des parenthèses. Par contre, à partir du moment où on crée une condition avec des et des ou mélangés, là par contre il fallait mettre en place un parenthésage pour expliquer quelles sont les opérations qui sont prioritaires sur les autres. Je rappelle comme ça que de prime abord, il n'y a pas de priorité entre les opérations de réunion ou d'intersection. Ce sera à vous de les fixer, ces priorités-là, grâce aux parenthèses. On va voir deux ensembles qui peuvent aussi être intéressants du point de vue de leurs propriétés. On a l'ensemble vide et le complément qu'on a déjà vu. Mais on va voir aussi ces ensembles-là ont certaines propriétés aussi qui peuvent être intéressantes de mettre en valeur. Donc un ensemble vide est par définition un ensemble qui ne contient aucun élément. Pas d'individu, pas d'élément, rien. C'est juste un ensemble, c'est une coquille vide. Et donc on peut définir que pour tout ensemble A, l'intersection de A avec l'ensemble vide donne un ensemble vide. Ça c'est facilement compréhensible puisqu'on avait vu que l'intersection, c'était les éléments finalement qui étaient à la fois dans A et à la fois dans l'ensemble vide. Et comme vous n'avez pas d'éléments dans l'ensemble vide, et bien en fait l'intersection de A avec un ensemble vide donne toujours un ensemble vide. Si on voulait illustrer ça avec des propriétés, on pourrait dire par exemple que A c'est l'ensemble des gens qui ont le permis moto, et pour créer un ensemble vide, on pourrait dire tout simplement c'est l'ensemble des gens qui ont plus de 300 ans. Ok, et vivants, hein. L'ensemble des gens vivants de plus de 300 ans. Donc on a l'ensemble des gens vivants de plus de 300 ans, on verrait qu'on aurait un ensemble vide. Et donc si on voulait chercher l'ensemble des personnes vivantes de plus de 300 ans qui ont le permis moto, eh bien en fait on arriverait sur un ensemble vide puisqu'il n'y a personne qui a plus de 300 ans. Au niveau de la réunion, on peut prendre à peu près le même principe. Cette fois-ci, on va réunir l'ensemble des gens qui ont le permis moto avec l'ensemble des gens qui ont plus de 300 ans. Et donc cette fois-ci, on est plus sur la table de vérité du ou logique. Il faut que les individus respectent l'un ou l'autre. Donc de toute façon, on voit qu'on n'a pas d'individu qui a plus de 300 ans. Donc en fait, on n'ajoute rien. C'est comme si en Python, vous ajoutiez une liste vide à un ensemble d'éléments. Et donc en fait, on retombe bien sur l'élément de départ. Donc A avec la réunion de vide, on retombe bien sur A. Et donc un ensemble complémentaire CEA, donc ça se dit c'est le complémentaire de A dans l'ensemble E, d'un ensemble A, contient l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A.
On l'avait vu tout à l'heure avec l'exemple des fruits. J'avais un ensemble, on peut considérer que l'ensemble E, c'est mes fruits, l'ensemble A, c'est des pommes, et donc l'ensemble non A, ou le complément de A dans l'ensemble E, ce sont tous les fruits en fait qui ne sont pas des pommes. Et donc là, on peut aussi mettre en lumière quelques propriétés. Donc, l'intersection de A et de son complément est vide. Ça se comprend facilement, puisqu'en fait, on essaie de trouver quels sont les individus, les éléments communs entre un ensemble qui contient les pommes et un ensemble qui ne contient aucune pomme. Et bien, vous voyez qu'il n'y a pas d'éléments communs, et donc en fait, l'intersection de A et de son complément est systématiquement vide. Pareil pour la réunion. Si jamais je prends un ensemble A qui contient les pommes, et un ensemble A qui contient tous les fruits qui ne sont pas des pommes, et bien vous vous rendez compte que si je prends tous les individus qui sont la réunion de ces deux-là, et bien je vais retrouver de nouveau l'ensemble des fruits. J'ai toutes les pommes et j'ai toutes les non-pommes, donc j'ai tous les fruits en entier. Tout simplement. Donc maintenant on avait vu que l'on pouvait faire énormément d'opérations, et donc je voudrais revenir à quelque chose qu'on avait vu tout à l'heure, mais où on manquait finalement d'opérations pour pouvoir le faire. Et cette chose, c'était de savoir comment est-ce qu'on fait en fait pour savoir que un ensemble est inclus dans un autre. Comment je fais par exemple pour savoir que mon ensemble A, qui contient les fruits, qui contient les pommes, est inclus dans un ensemble B qui contient tous les fruits. Et bien tout simplement, on va utiliser encore une fois idle pour voir ce genre de choses. On va définir par exemple une liste qui contient des éléments. Bon, elle ne va pas en contenir beaucoup. Elle va contenir les éléments 1 et 3. Et je vais avoir une deuxième liste qui va contenir les éléments 1, 2, 3, 4. Ok. Et maintenant, ce que je veux savoir, tout simplement, c'est est-ce que mon ensemble L1 est bien contenu dans L2. Et donc, ce qu'il va devoir faire, c'est que je vais devoir chercher est-ce que chacun de mes éléments de L1 se trouve bien dans un élément de L2. Donc, ça, je pourrais le faire tout simplement avec une boucle. Tout simplement parcourir L1 et voir si chacun des éléments, je pourrais faire quelque chose, soit in L1, et j'aurai un truc, par exemple, if, donc là j'aurai un for j in L2, et je vérifierai, non, je pourrais tout simplement faire un for if i in L2, et donc là je vérifierai pour chacun des éléments finalement si je suis si finalement je suis aussi dans L2. Et je pourrais gérer avec un booléen de savoir finalement si je suis un sous-élément ou pas. Et Python nous permet de faire ça beaucoup plus simplement avec les sets qu'on a vu tout à l'heure. En fait, pour savoir si un si un ensemble est un sous-ensemble d'un autre, en fait il suffit de voir si le set, donc je transforme L1 en set, je fais la réunion de L2, ça c'est l'opérateur qu'on avait vu tout à l'heure, ça nous permet de voir. Je vais écrire l'opération comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien tout simplement, on avait vu que la définition que pour qu'un ensemble A soit inclus dans un ensemble B, ça veut dire qu'il faut que tous les éléments de A soient aussi dans B. Et donc ce que j'ai essayé de faire, je fais l'intersection entre mon ensemble A et mon ensemble B, et si cette intersection est l'ensemble A, eh bien ça veut dire que j'ai vérifié la propriété que tous les éléments qui sont dans A sont aussi dans B. Et donc là, ça je le lance. Voilà. Set L1. Ok. Je sais pas pourquoi il s'est planté. Donc j'ai transformé mon L1 en 7, j'ai transformé mon L2 en 7, j'ai vérifié quels étaient les éléments communs, et je me suis aperçu que les éléments communs entre l'intersection de L1 et L2, ça me redonnait L1. Et donc ça me permet de dire que tous les éléments de L1 sont dans L2, et ça me permet de dire que l'ensemble L1 est bien en fait inclus dans l'ensemble L2.
Voilà, donc l'utilisation de set en plus ne fait qu'on ne traîne pas des doublons, et donc c'est quelque chose qu'il faudra utiliser dans la théorie des ensembles. On va voir une dernière notion dans cette vidéo qui est le produit cartésien. Alors le produit cartésien, on va l'expliquer à travers d'une problématique. Je m'occupe d'une association de passionnés du 7e art. J'ai à ma disposition la liste des membres de l'association et une sélection de films que je voudrais soumettre aux membres pour connaître leur avis. Ok, donc j'ai pris des films qui sont au box-office en ce moment, Kaamelott, Président, Fast and Furious 9, et j'ai des gens dans mon association, Bob, John et Allison. Et ce que j'aimerais faire, c'est que prendre mon ensemble de films, prendre mon ensemble de membres de mon association, et d'affecter, en fait, de permettre que chaque membre puisse mettre une note à chaque film. Et donc vous voyez que le produit cartésien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer l'ensemble des couples que je peux définir entre un film et un membre. Donc ça peut se représenter sous forme de tableau, comme on vient de le voir, et vous voyez que le nombre de couples va représenter le nombre de cases dans mon tableau. Si j'ai 3 films et 3 membres dans mon jury, je vais avoir 9 notes différentes, puisque chacun des membres va noter chacun des 3 films. Et donc ce tableau compte nombre de membres fois nombre de films cases. Donc ça c'est pour le cas général. Là pour mon cas j'ai 3 films, 3 membres, donc j'ai bien effectivement 9 notes qui vont être données. Alors pour ceux qui ont déjà fait du SQL, le produit cartésien peut être défini en SQL pour obtenir tous les couples possibles entre 2 tables. Alors le produit cartésien c'est quelque chose qu'on arrive souvent à faire sans le vouloir. Très souvent c'est quand on essaie de faire une jointure et qu'on ne spécifie pas la colonne sur laquelle va se passer la jointure. Et la plupart du temps, SQL va nous retourner un produit cartésien. C'est-à-dire qu'il aura créé toutes les combinaisons possibles entre toutes les lignes de la première table et toutes les lignes de la deuxième table. Voilà déjà plusieurs exemples de produits cartésiens. Donc, quelles sont les propriétés qu'on va pouvoir mettre en évidence? Donc on considère que M, la liste des membres, est un ensemble contenant tous les membres de l'association. Donc là, ça va être Bob, Allison et Mike qu'on a vu tout à l'heure. On considère également un autre ensemble F qui va contenir les films à évaluer et donc tous les éléments sont des films. Donc le tableau va contenir toutes les combinaisons possibles, membres, films. Vous voyez qu'à chaque fois ça va être un couple avec un membre et un film. C'est ce couple-là qu'on va retrouver par exemple quand on essaie de représenter un graphe. C'est exactement la même chose, quand on représente un graphe, on essaie toujours de représenter une relation entre 2 sommets, et on peut représenter par exemple un graphe avec la liste de tous les couples, sommet de départ, sommet d'arrivée, qu'on peut avoir dans le graphe. Et bien là c'est exactement la même notion. On va essayer de représenter finalement tous les couples de membres films qui peuvent être faits à partir des éléments qui sont inclus dans l'ensemble M et les films qui sont inclus dans l'ensemble F. Donc, lorsqu'on aura fait toute la liste de toutes les combinaisons possibles entre les membres et les films, en fait, on aura réalisé ce qu'on appelle le produit cartésien de M et de F, qu'on écrit M fois F. Donc attention, il y a un sens à respecter quand même. Le produit cartésien M fois F suggère que le premier élément appartient à M. Vous avez vu dans la notion de couple en fait qu'on mettrait entre parenthèses le membre et le film, et que ceci correspond au produit cartésien de M fois F. Si vous aviez le produit cartésien de F fois M, ça voudrait suggérer que le premier élément est en fait le film et que le deuxième est le membre. Donc il faut faire très attention à ce que la façon dont vous écrivez le couple est cohérente avec la façon dont vous avez écrit vos ensembles dans le produit cartésien. Ils ne sont pas interchangeables. Par exemple, Bob et Kaamelott appartiennent bien au produit cartésien de M fois F, puisque M, ça veut dire que j'ai choisi de mettre en tête les membres, puis la deuxième partie, j'ai mis F, les films. Donc j'ai bien Bob, le membre, Kaamelott, le film. Par contre, Bob, Kaamelott n'appartient pas au produit cartésien de F fois M. Ça serait un choix où j'ai décidé de mettre en tête les films. Or, Bob n'est pas un film, et donc on aurait une incohérence dans mon produit cartésien. Alors, pour quelques propriétés du produit cartésien, on peut définir le produit du cartésien, donc E fois F, je vous le rappelle. Là, le sens,
là, le sens n'est absolument pas commutatif, on a vraiment une question de sens. E fois F, ça veut dire que j'ai défini que tous les couples vont être formés avec le premier élément qui appartient à E, le deuxième élément qui appartient à F. Et donc je peux définir un couple XY avec X appartient à E, Y appartient à F. Donc attention à l'ordre. Si E et F sont des ensembles contenant un nombre fini d'éléments, alors le cardinal du produit cartésien de E fois F, c'est le cardinal de E fois le cardinal de F. Ça, c'est une propriété qu'on avait déjà mis en évidence sur notre tableau. On avait vu que si je voulais faire le produit cartésien à partir de 3 films et de 3 membres, eh bien on s'aperçoit que je me retrouvais avec 3 fois 3, 9, 9 couples. Là, c'était 9 cases de mon tableau pour lesquelles j'attendais les notes, mais vous vous rendez compte que je vais récupérer 9 couples de valeurs. Donc, j'ai bien le produit cartésien, la cardinalité de mon produit cartésien, qui est bien égale à la cardinalité, le nombre d'éléments que j'ai dans mon premier ensemble, multiplié par le nombre d'éléments que j'ai dans mon deuxième ensemble. Donc, il est aussi possible de faire un produit cartésien d'un ensemble avec lui-même. Et donc là, le E fois E, cette fois-ci, est E carré. Et donc le produit cartésien d'un ensemble avec lui-même, ce seront tous les couples de points, d'individus, qui seraient finalement les éléments qui seraient de E. On essaierait de chercher toutes les combinaisons possibles que l'on peut faire avec ces individus-là. Imaginons par exemple, je sais pas, vous avez tous les individus, vous avez une liste d'individus, et vous voulez que ces gens-là se connaissent les uns avec les autres, et vous organisez une espèce de speed dating pour que les gens se connaissent, et vous voulez que tous les gens aient discuté avec tout le monde. Et donc vous pouvez créer le produit cartésien pour organiser cette soirée. La seule restriction, c'est que vous risquez effectivement avec le produit cartésien d'avoir un couple, le couple XX, c'est-à-dire que la personne discuterait avec elle-même. Donc il faudra bien que quand vous avez fait votre produit cartésien, si jamais c'est pour l'organisation d'une soirée où les gens doivent se connaître rapidement, eh bien il faudra sortir tous les cas où les personnes discutent avec elles-mêmes. Et donc pour niveau de la notation, on aura le couple XY qui appartiendra à E carré, ou E fois E. Là on peut l'écrire, puisqu'à partir du moment où vous avez le même ensemble à gauche à droite, là naturellement vous pouvez, il n'y a plus une notion de premier ou de deuxième. Une dernière notion, c'est qu'on va revenir sur cette notion de quantificateur qu'on avait déjà vu avec le calcul des prédicats. Donc les propriétés sur le produit cartésien permettent de simplifier les notations de quantificateurs. Donc ça, c'est les quantificateurs qu'on avait vus en logique peuvent maintenant être simplifiés par le produit cartésien. En effet, on avait le droit d'écrire que pour tout x appartient à R, et pour tout y appartenant à R, et bien maintenant on peut écrire que pour tout couple xy appartenant à R carré. Et ça, vous voyez que c'est une écriture qui est déjà plus courte et qui veut dire exactement la même chose. On n'a plus défini x appartient à R, y appartient à R, mais on a défini un couple xy qui appartient à R carré, donc au produit cartésien de R. Et ça se lit pour tout couple de réels en fait. Pareil, pour le quantificateur existentiel, il existe un x appartient à n, il existe un y appartient à n, il peut aussi se simplifier par il existe un couple xy qui appartient à n carré. Il existe un couple d'entiers naturels. Donc vous voyez que cette notion de produit cartésien va nous permettre justement aussi de simplifier l'écriture de certaines notions au niveau du calcul des prédicats. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste un peu en tant que commentaire, le produit cartésien ne se limite pas à deux ensembles. On peut naturellement faire des produits cartésiens de 2, 3, 4, n ensemble. Et en termes de notation, comment est-ce que ça va se transcrire ? Eh bien, le produit cartésien de E1 fois E2 fois autant fois En, en fait, ça va être alors plus des couples, mais des tuples x1, x2 jusqu'à xn, avec x1 appartient à n1, x2 appartient à n2, et on va aller jusqu'à xn appartient à n. Encore une fois, si vous avez compris avec le produit cartésien entre deux ensembles, là c'est juste une généralisation, c'est-à-dire qu'on retrouve les tuples avec les éléments ordonnés, et que le premier élément appartient au premier ensemble,
le deuxième élément appartient au deuxième ensemble, et ainsi de suite. Et encore une fois, ce qui était vrai pour la cardinalité l'est toujours pour les ensembles. Pardon, la cardinalité du produit cartésien entre plusieurs ensembles va donner la cardinalité de l'ensemble 1 multipliée par la cardinalité de l'ensemble 2, et ainsi de suite. Donc on peut très bien imaginer avec 2, on voit très bien par exemple un tableau en 2 dimensions. Avec 3, on peut imaginer un tableau en 3 dimensions. On rajouterait une troisième dimension, et puis ensuite on multiplierait encore et encore, et ce serait le même principe. À chaque fois, on ajouterait finalement une dimension. Donc, je voudrais juste terminer encore cette vidéo avec une petite présentation de comment est-ce qu'on pourrait faire finalement un produit cartésien en Python. Eh bien, un produit en cartésien en Python, simplement, vous avez... Est-ce que j'ai encore mes... Ouais, ça marche. J'ai encore mes listes L1 et L2 qui sont définies. Donc L1 a les éléments 1, 3, L2 a les éléments 1, 2, 3, 4. Et donc, ce que je veux là-dedans, si je veux faire un produit cartésien, eh bien, je voudrais avoir les couples, je prendrai L1, je vais avoir les couples 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Je passe à l'autre élément et je veux avoir les couples 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Et donc, c'est très facile à faire puisqu'il suffirait finalement de parcourir L1, de parcourir L2, et d'écrire finalement les couples systématiquement I. IJ. Voilà. Et donc là, on aurait les couples, vous voyez. J'ai repris L1 d'abord, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, puis 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Donc ça, c'est facilement, on peut le faire directement comme ça, avec une boucle imbriquée. Donc ça se fait très bien. Python vous propose une autre façon de faire les listes, qui est un petit peu plus compacte. C'est-à-dire que ce que vous voulez faire, c'est une liste. Cette liste, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir tous les couples. Elle va contenir les couples IJ. Alors, comment est-ce qu'on va définir I? Eh bien, I, tout simplement, c'est tous les éléments de L1. Et J, c'est quoi? C'est tous les éléments de L2. Tac, et vous voyez que là, encore une fois, j'ai obtenu une liste qui va contenir tout qui va contenir le produit cartésien entre les deux tables. Donc c'est une formule un petit peu plus compacte. Là, c'est chacun qui utilise finalement ce que l'on veut utiliser. J'ai pas de préférence particulière. Moi, j'aime bien celle-là parce que c'est une forme beaucoup plus compacte et qui donne sous forme de liste également directement ce que l'on cherche. Et on comprend assez bien qu'on veut tous les couples IJ avec I qui appartient à L1 et J qui appartient à L2. Donc le produit cartésien est quelque chose qui s'intègre plutôt bien. On avait parlé aussi un petit peu de la notion de complémentarité. On avait vu avec les pommes par exemple. On avait un ensemble de fruits, et dans ce fruit on avait un sous-ensemble de pommes, par exemple. Et on voulait pouvoir retrouver les non-pommes. Alors ce que l'on peut faire par exemple, c'est de prendre L1. On considère, écoutez, on va définir L1 qui va contenir, puisque Python nous permet de le faire, qui va contenir des bananes, qui va contenir des pommes, qui va contenir des poires, qui va contenir, je vais encore en mettre deux, des oranges et des fraises. Ok. Donc L1, c'est ça. L2, lui, va contenir des pommes et des poires. Donc on a bien L1, on a bien L2. Alors, maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire? Tout simplement, c'est de dire, je voudrais obtenir le complément de ma liste L2.
Qu'est-ce que je voudrais? Donc je voudrais prendre ma liste L1 qui contient banane, pomme, poire, orange, fraise, et je voudrais enlever pomme, poire, pour qu'il ne reste plus que banane, orange et fraise. Donc essayez de trouver quel est le complément de la liste L2, c'est-à-dire non L2 si vous voulez. Et bien là, tout simplement, Python nous permet de faire ça très facilement. On va essayer de faire une liste de valeurs, tout simplement, pour valeur in for val in L2. Donc si je m'arrête ici, vous vous rendez compte que la seule chose que je fais, c'est que je... Ah non, c'est fort. Non, c'est dans L1 que je voulais faire. C'est reprendre la liste L1. Si je m'arrête ici, en fait, vous vous rendez compte que je fais une simple copie de la liste L1, je récupère toutes les valeurs, finalement, qui sont dans la liste L1. Moi, ce que je voudrais, c'est récupérer toutes les valeurs qui sont dans la liste L1, mais qui ne sont pas dans la liste L2. Et bien, Python nous permet de le faire assez facilement, en une seule ligne. On va récupérer donc toutes les valeurs qui sont dans L1, et on va rajouter une condition, if val not in L2. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Python nous permet de faire donc une liste de valeurs. Ces valeurs sont toutes les valeurs qui sont contenues dans L1, affectées d'une condition. Il ne faut pas que cette valeur soit dans L2. Et donc, si toutes les valeurs de L1 qui ne sont pas dans L2, eh bien on va récupérer le complément à L2. Vous voyez qu'on récupère banane, orange, fraise, qui est en fait la liste L1, banane, pomme, poire, orange, fraise, auquel on a enlevé pomme et poire. Et donc vous allez retrouver cette notion finalement de complément AA. Donc là, on s'est servi un petit peu de toutes les opérations qui sont mises à disposition par Python, et on voit en fait que la théorie des ensembles peut être très facilement programmée. Donc cette première vidéo fait une introduction à la théorie des ensembles. Beaucoup de choses intéressantes ont été vues. On a vu que la théorie des ensembles était extrêmement liée finalement aux tables de vérité des opérateurs logiques, des opérateurs et ou, et même non, la négation qu'on avait vue. Donc on ne part pas de zéro dans ce domaine-là. Beaucoup de choses que l'on a déjà vues, les tables de vérité et ce genre de choses, se retrouvent dans les opérations entre les ensembles, comme l'intersection et la réunion. On a cette notion de complément aussi, qui est la négation finalement d'un ensemble, sauf que cette fois-ci, là où les opérateurs logiques ne s'attachaient à décrire qu'un seul élément, dans la théorie des ensembles, cette fois-ci, on peut traiter directement en lot, c'est-à-dire qu'on peut traiter plusieurs éléments, plusieurs individus d'un coup. Et dans le but de faire du traitement informatique, la théorie des ensembles est justement très intéressante, puisqu'elle nous permet de traiter un grand nombre d'informations d'un coup. On a également vu, au travers de tous les exemples qui ont été présentés, que la plupart des choses s'écrivent très facilement en Python. Python a des structures de données, on avait vu que les listes peuvent contenir des ensembles, on avait vu que les sets amènent la propriété qui permettent justement de ne pas avoir de doublons, et on a vu plusieurs opérations qui nous permettent de simuler l'intersection, la réunion, qui nous permettent de voir si un ensemble est inclus dans un autre, ou alors même de voir comment retrouver le complémentaire d'un ensemble. Donc on se retrouve face à une boîte à outils qui est très complète, et qui va nous permettre justement d'expliquer à l'ordinateur ce qu'est un ensemble, et d'expliquer toutes les opérations que l'on veut pouvoir faire dessus. Et donc, on va continuer dans les prochaines vidéos à voir la théorie des ensembles, puisque c'est quelque chose qui va nous amener, qui va nous permettre de résoudre un grand nombre de problèmes et d'algorithmies en informatique. Il me reste alors à vous dire une bonne journée et jusqu'à la prochaine vidéo.